Merci d'être venu. Alors moi je vais moins parler que vous faire entendre des choses et vous faire voir des images. Zombies. Fela, la comédie musicale qui a triomphé plus d'1 an sur Broadway, puis à Londres. Eh bien, cette comédie témoigne du mythe qu'est devenu le musicien. Né en octobre 1938 et mort en 1997, en août, Fela n'a pas seulement inventé et promu l'afrobeat, dont se réclament aujourd'hui des centaines de groupes dans le monde, il a aussi joué un rôle social et politique de premier plan dans son pays, le Nigeria. Ces chansons dénoncent la mentalité coloniale d'élites africaines corrompues. Elles ont porté la voix du peuple et Fela s'est montré d'un courage exemplaire face à tous ceux qui voulaient le faire taire. En 1976, la junte militaire qui dirige le Nigeria tente de se faire une virginité en annonçant qu'elle remettra le pouvoir aux civils en 1979. À l'issue d'élections libres, Fela lance alors sa campagne pour devenir le Black President. Dans le même temps, la junte organise à Lagos le plus grand festival jamais vu en Afrique, le Festac, où vont se produire de grandes stars du continent et de la diaspora américaine. C'est le moment précis que Fela choisit pour publier Zombie, un brûlot de chansons qui va contribuer à faire basculer son destin. Depuis qu'il a écrasé dans le sang la sécession du Biafra, après 2 ans et demi d'un conflit abject, le pouvoir militaire dictatorial plastronne au Nigeria. Les dirigeants ont déjà supporté beaucoup d'affronts de la part de Fela. À chaque fois, ils étaient réprimés. Mais Zombie, c'est une trop grande insulte. L'artiste Trublion va le payer au prix fort. C'est ce que l'on comprend dans cet extrait du film Musique au point de Jean-Jacques Flory et Stéphane Tchakalchev. Par sa musique et ses messages, Fela s'est hissé au rang de héros du peuple. Mais il faut se rappeler qu'il est le descendant d'une des plus grandes familles Egba, une branche des Yoruba, installée dans la ville d'Abeokuta bien avant la colonisation. Son grand-père paternel, le révérend Josiah Jesse Kuti, était un pasteur anglican très influent à l'époque du régime colonial britannique. On raconte qu'il se battait, l'épée à la ceinture, contre ses contemporains restés fidèles à la religion traditionnelle Yoruba. Surnommé le pasteur chantant, le révérend Kuti est réputé avoir converti au christianisme une grande partie de la population Egba grâce à la quarantaine de chants religieux qu'il est allé enregistrer à Londres sous la houlette de son directeur spirituel britannique, le père Ransom. En voici un exemple. Afin de remercier son disciple chanteur pour l'efficacité de son travail d'évangélisation, le pasteur Ransom lui fit cadeau de son patronyme, Ransom. C'est ainsi que Fela porte le nom de Ransom Kuti sur ses premiers albums, avant de se rebeller en prenant un nom africain qui lui sied beaucoup mieux, Anikulapo, ce qui veut dire « celui qui porte la mort dans sa gibecière ». Revenu à la polygamie de ses ancêtres, Fela épouse ses 27 femmes lors d'une même cérémonie. Chaque semaine, dans son club, qu'il a baptisé le shrine, c'est-à-dire le temple, il célèbre les dieux du vaudou, Shango et Ogun, avec les ancêtres morts qui lui ont montré la voie, comme Kwame Nkrumah, Malcolm X ou Patrice Lumumba. Une pratique cérémonielle que l'on retrouve dans la plupart des cultes africains, comme on le voit ici avec celui de l'Egungun au Nigeria. Les cultes africains ont traversé l'Atlantique avec la traite négrière. Près de la moitié des esclaves vendus aux négriers européens provenaient des régions qui forment aujourd'hui les deux Congos et l'Angola, en rose.
et un peu plus de 40% étaient issus des régions bordant le golfe de Guinée, en mauve, où le vaudou est une pratique fortement implantée. Or, l'esclavage pratiqué par les Européens sur les plantations du Nouveau Monde est une vaste entreprise de déshumanisation où les Africains sont réduits à leur seule force de travail. Un peu plus de 12,5 millions d'Africains ont été débarqués dans les grands ports des côtes américaines, puis répartis sur les plantations des colons européens. Or, pour survivre en société, les humains ont besoin de donner un sens à leur existence. L'étroit espace religieux concédé par les maîtres chrétiens a permis aux esclaves de faire entrer les cultes africains au cœur de la plantation. C'est ainsi que se sont développées les religions syncrétiques, le vaudou en Haïti, la santeria à Cuba ou le candomblé au Brésil, dont voici un petit exemple contemporain. Au Nouveau Monde, comme en Afrique, les cérémonies dérivées du vaudou servent à appeler les dieux ou les esprits des défunts. On leur donne différents noms selon le pays. En Haïti, ce sont les lois. Le mot zombie, utilisé en Haïti pour désigner un mort ramené à la vie, est la transposition d'un terme qui signifie, dans la plupart des langues bantoues, l'esprit d'un ancêtre, celui que l'on convoque et qui se manifeste en revenant. Il faut rappeler qu'au temps de l'esclavage, les Africains déportés au Nouveau Monde n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière. Déracinés, déshumanisés, enchaînés, punis jusqu'à la décapitation, ils étaient socialement morts. Après avoir éradiqué les populations indigènes des territoires colonisés, il s'agissait pour les Européens de mettre en place un système d'exploitation capitaliste au seul profit de leur métropole. Et dans ce projet, la main-d'œuvre n'était considérée qu'en termes de rendement au service du capital. L'idéal consistant à mettre au travail l'équivalent de morts-vivants, c'est-à-dire des zombies. Mais le hic, c'était qu'il fallait bien nourrir les esclaves pour qu'ils puissent travailler. Or, comme il n'était pas question pour les colons de puiser dans leur capital, ils leur cédèrent des lopins de terre ou cultivés, de quoi subvenir à leurs propres besoins en nourriture. Mais chez les animistes, les dieux et les ancêtres existent partout dans la nature, y compris dans les plantes qu'ils cultivent pour se nourrir. Ainsi allait renaître leur culte avec la fabuleuse science des rythmes qui leur est liée dans toutes les sociétés africaines. L'abolition de l'esclavage est le signal des temps nouveaux du métissage. Deux conceptions du monde s'interpénètrent alors, celle des colons, pour qui le revenant n'est autre qu'un être démoniaque, et celle des afrodescendants, pour qui l'ancêtre mort joue un rôle essentiel dans les relations aux multiples divinités, à la nature et au présent. Dans cette conception, l'entretien d'une communication régulière avec les ancêtres devient une garantie pour assurer l'équilibre social. Or, le principal moyen pour entretenir la communication avec l'esprit de l'ancêtre figure dans une connaissance approfondie des rythmes et des maîtrises collectives du jeu de tambour. Ce mode d'expression est commun à toute la sphère des sociétés subsahariennes. Durant des siècles, voire des millénaires, ces sociétés ont développé des formes très diverses de jeux de tambour dérivés de langues secrètes sophistiquées destinées à communiquer avec les ancêtres. Il en résulte une polyrythmie extrêmement avancée et souvent très complexe, toujours liée à la parole. À Cuba, la rumba est l'exemple type du processus de mise en valeur des percussions africaines transmises en héritage dans une forme musicale syncrétique. Les tambours, servant à communiquer avec les esprits d'Afrique, vont constituer le centre névralgique de la musique afro-cubaine. En effet, ce sont eux qui énoncent le sens profond des liens sociaux structurant les sociétés des ancêtres. Ainsi, le langage des rythmes apparaît-il comme le bien culturel essentiel
permettant aux 250 000 esclaves cubains libérés en 1886 de reconstruire leur société humaine. Les communautés afrodescendantes de Cuba ont élaboré leur propre rite initiatique et funéraire syncrétique. Les premiers esclaves arrivés sur l'île étaient d'origine bantoue. On les désigne sous le nom de Congo. Ils ont leur propre pratique rituelle, connue sous le nom de Regla Congo. Quant aux esclaves originaires des côtes du golfe de Guinée, ils ont fait renaître les dieux et croyances des cérémonies vaudou dans la Santeria. Voici un court exemple de chants et rythmes spécifiques au Congo, Lupemba. Toutes ces pratiques n'ont fait que s'affirmer après l'abolition de l'esclavage, et elles vont entraîner la reconstitution d'un instrumentarium extrêmement développé, déroulant un fabuleux jeu de timbres. Voici un exemple de musique issue des traditions rituelles Yoruba. Au début du XXe siècle, la plupart des percussionnistes cubains sont des initiés issus des diverses communautés religieuses. Par exemple, Chano Pozo faisait partie de la confrérie Abacua, une des plus secrètes à Cuba, où l'on vénère le tambour fétiche écoué, réceptacle de la voix du léopard ancestral. Selon la légende, Écoué, être sacré vivant dans le fleuve, est mort de honte pour avoir été capturé dans la calebasse d'une femme. Le tambour Écoué a été recouvert de sa peau. Il parle grâce à elle à l'occasion des fêtes initiatiques. C'est un tambour magique. La vie de Chano Pozo, né dans un quartier pauvre de La Havane en 1915, trouvera sa fin alors qu'il est en pleine gloire à New York. À 33 ans, il est assassiné dans un bar de Harlem pour une sombre affaire de marijuana. C'était la perte irrémédiable d'un fabuleux percussionniste et compositeur, le premier à avoir introduit les congas dans le jazz. En cette année 1948, son morceau Manteca, composé pour l'orchestre de Dizzy Gillespie, faisait un carton. Cet exemple montre bien comment le jeu complexe des percussions héritées d'Afrique, et donc chargé de sens ésotérique, voire magique, s'est introduit dans la composition des musiques populaires au XXe siècle. La langue des tambours en est devenue progressivement la colonne vertébrale, constituant aujourd'hui le vocabulaire de base sur lequel se construit la plupart des musiques à vocation globale. Une expansion que, par certains aspects, on pourrait comparer au caractère exponentiel de la contamination du zombie. Le mythe du zombie s'impose à l'imaginaire américain au gré d'une imposante production cinématographique. C'est comme un exorcisme pour cette société blanche dont la suprématie repose sur l'extermination des autochtones et la prospérité sur l'esclavage des Africains. Mais contrairement aux zombies haïtiens, à l'origine du mythe, le zombie du cinéma a changé de couleur. Il est devenu blanc. Et c'est dans ce monde blanc, troublé par cette faute originelle, toujours niée, jamais expiée, que le zombie inspire un courant musical extrêmement prolifique. Avec le death metal, le zombie entre de plein pied dans l'univers du showbiz. Il y prospère avec une configuration sonore très caractéristique et une iconographie directement dérivée du cinéma qui l'a inspiré. De là, l'idée féconde du zombie va toucher d'autres champs des musiques populaires. Avec Zombie, l'Irlandaise Dolores O'Riordan et son groupe The Cranberries signent le plus énorme tube de leur carrière. Lourd de sens, son message se rapporte à la guerre et à ceux qui la font, en particulier les deux camps qui s'affrontent à l'époque en Irlande. Écrite en 1993, suite à un double attentat meurtrier de l'IRA qui a choqué la chanteuse, la chanson paraît un an plus tard, alors que les belligérants viennent de signer un cessez-le-feu. Lorsque les combattants sont traités de zombies,
certains y voient une provocation. La star qui sans conteste a intériorisé le plus parfaitement l'irruption des zombies au cœur du show business n'est autre que Michael Jackson. Originaire de Détroit, où les Noirs du Sud ont servi l'industrie automobile, il n'a cessé de vouloir échapper à son inéluctable condition d'afrodescendant, en se faisant blanchir la peau, refaire le nez, les lèvres et défriser les cheveux. Il a si bien compris la culpabilité de l'Amérique blanche qu'il a incarné la malédiction du zombie avec une rare perfection, mais avec dans son jeu le rire légendaire de l'ironie. Voilà, merci de votre attention. Super. Chronologie du zombie dans l'histoire de la musique. C'était joli.